Je vais vous parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, de la publication récente d'un livre dont vous n'entendrez sans doute pas parler dans les colonnes du Monde ou de Libération. Il s'agit de l'ouvrage de l'universitaire américain Paul Gottfried, intitulé « Fascisme, histoire d'un concept », paru aux éditions de l'Artilleur. Paul Gottfried est un historien, spécialiste d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire du fascisme, qui est professeur d'université aux États-Unis et qui nous offre là une synthèse tout à fait remarquable sur un des phénomènes politiques marquants dans l'histoire du XXe siècle, un phénomène politique qui a été généralement dénaturé ultérieurement, un phénomène politique qui reste très largement méconnu et qui fait toujours l'objet de débats historiographiques extrêmement intenses. En fait, cette publication, évidemment, elle n'intervient pas par hasard. Nous sommes en 2022, c'est-à-dire que cette année va être le centenaire de l'avènement du fascisme en Italie, le centenaire de la marche sur Rome, au mois d'octobre prochain. Et tout naturellement, le moment est venu de s'interroger sur ce qu'a été la réalité du fascisme, sur ce qu'ont été les différentes lectures de cet épisode de l'histoire européenne, quels sont les différents régimes qui ont été désignés comme fascistes, qu'en est-il des origines du phénomène? Peut-on parler, comme l'a fait l'historien israélien Zev Sternel, de proto-fascisme à propos de la France de la fin du XIXe siècle? Autant de questions qui restent ouvertes et qui sont abondamment analysées et commentées dans cet ouvrage de Paul Gottfried, qui n'est pas une histoire générale du fascisme ou une biographie de Mussolini. Nous avons des auteurs qui ont déjà labouré ce terrain-là. Je pense à l'italien Renzo De Felice, je pense au français Michel Ostinck, par exemple, mais il s'agit là plutôt de se pencher sur les diverses interprétations qui ont été données du phénomène. La biblio est évidemment immense, mais faite, je l'ai dit, de lectures souvent très contradictoires. D'où l'intérêt de cette enquête de Paul Gottfried qui bénéficie d'une préface de Stanley Payne, le grand historien américain de la guerre d'Espagne. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que ce terme de fascisme a été banalisé de manière assez grossière au fil du temps, dès l'époque où s'est développé ce régime en Italie, mais surtout, à la limite, après sa disparition à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et on connaît toutes les diverses propagandes qui dénoncent à tout bout de champ une résurgence supposée du fascisme, la présentation de certains nombres de partis, de gens, de mouvements, comme les manifestations d'une hydre à plusieurs têtes, toujours renaissantes, pour menacer la démocratie, les droits de l'homme et que sais-je encore. En fait, il s'agit souvent de désigner un adversaire, de le stigmatiser, d'exclure tout débat avec lui, en utilisant simplement ce mot passe-partout, qui est le fascisme, considéré comme quelque chose renvoyant à la violence, au fanatisme, à l'intolérance, à la réaction en général, pour ne rien dire du colonialisme, du racisme, et on peut rajouter aujourd'hui l'homophobie et le machisme, pour compléter la liste. En plus, pour enfoncer le clou et donner un point final au jugement évidemment dévalorisant qu'il s'agit de mettre en avant, l'amalgame sera fait automatiquement avec le nazisme hitlérien, le nazisme allemand. Alors, dénonciation indifférenciée dont on mesure aujourd'hui à quel point elle peut apparaître ridicule. On se souvient qu'en 1958, c'est aux accents de le fascisme ne passera pas que la gauche s'oppose au retour au pouvoir du général de Gaulle. Depuis, les cibles ont varié, des chefs d'État, aujourd'hui Erdogan, Poutine,
Netanyahou en Israël sont des fascistes. Jadis, Franco, bien sûr, en était un. Les populistes, ou présentés comme tels, ainsi Orban en Hongrie, sont des fascistes. Dans notre paysage politique national, bien sûr, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui Éric Zemmour, sont mis dans le même sac sous cette dénomination commune. Et j'allais oublier, bien sûr, Pinochet et le Chili des années 70. Et il faut rappeler aussi que certains régimes autoritaires qui se sont installés dans le tiers-monde de l'époque étaient aussi considérés comme tels. Il est intéressant de rappeler que Maurice Bardèche, qui était un fin connaisseur de cette idéologie et de ces régimes, dans son petit ouvrage « Qu'est-ce que le fascisme ?», paru au début des années 60, eh bien, il rangeait par exemple Fidel Castro à Cuba ou Nasser en Égypte dans la catégorie des régimes que l'on pouvait assimiler au fascisme disparu. On pourrait ajouter aussi Mustafa Kemal en Turquie, bien sûr, tout régime autoritaire, nationaliste, avec des préoccupations sociales affirmées, tout régime se prétendant de ni droite ni gauche. Alors là, c'est évidemment la chose qui ne trompe pas, le soupçon est immédiat. Eh bien, on décide d'emblée qu'il s'agit d'un régime fasciste. Alors, quelques traits communs quand même à ces régimes: culte de l'homme providentiel, culte de la jeunesse, volonté d'une modernisation affirmée de la société, en même temps attachement à la tradition. De manière générale, Alexandre Adler avait bien résumé la vision qui s'est imposée pendant longtemps à propos du fascisme. C'était selon lui la version moderne de la réaction par rapport à ce qu'avaient été les courants contre-révolutionnaires du XIXe siècle. Alors bien sûr, querelle d'interprétation à l'issue. Pour beaucoup, le fascisme, c'est l'instrument du capitalisme, l'instrument de la bourgeoisie pour maintenir leur position dominante. Le livre de Daniel Guérin, Fascisme et grand capital, qui traitait de l'Allemagne nazie, lui, a servi un peu de référence à ces explications. Mais dès l'époque des années 30, le Comintern, l'internationale communiste, désignait le fascisme comme le bras armé du capital. On sait bien que les choses sont beaucoup plus complexes que cela et que les grands groupes industriels, les grandes firmes industrielles se sont ralliés dans une certaine mesure au régime autoritaire de l'époque, mais elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait d'emblée et elles l'ont fait de manière très pragmatique et souvent très prudente. On a vu dans le fascisme également un nihilisme irrationnel qui correspondait à la crise morale issue de la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale qui avait ruiné complètement l'idée de progrès qui avait illuminé tout le XIXe siècle. Eh bien, tout est remis en cause, évidemment, à l'issue de cette immense déflagration au début du siècle de 1914, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Dominique Vénère. Cette explication, évidemment, correspond bien sûr à une réalité, mais il ne faut pas tomber dans le réductionnisme. Elle ne donne pas toutes les clés pour comprendre le phénomène fasciste. On a vu aussi comment ce système était issu d'une réaction des classes moyennes menacées par la destruction sociale. Gilles Monroe l'avait montré de manière lumineuse dans sa sociologie de la Révolution. Mais la seule explication sociologique, là aussi, ne suffit pas plus que celle de l'irruption des masses au XXe siècle sur la scène politique, alors qu'elles en avaient été tenues à distance dans une large mesure jusque-là. En fait, ce que l'on remarque aussi, c'est dans le fascisme l'union tout à fait inédite entre le socialisme et le nationalisme, les deux grandes idéologies dynamiques
de la fin du XIXe siècle, qui se retrouvent en quelque sorte au sortir de la guerre mondiale pour donner naissance à une synthèse tout à fait inédite en Italie et ailleurs. D'autres ont vu dans le fascisme un héritage du bonapartisme, tel qu'il avait pu se développer en France, bien sûr, dans la tradition napoléonienne, mais tel que Renzo De Felice l'a montré, il s'est également développé en Italie, sans doute dans la perspective de l'héritage du Risorgimento propre au XIXe siècle. Alors ce fascisme, on a vu aussi sa dimension religieuse. L'historien Emilio Gentile s'est penché largement sur cette question, dimension religieuse qui a conduit à voir dans le phénomène l'une des formes des totalitarismes du XXe siècle, au même titre que ceux qu'ont connus l'Allemagne nazie ou l'URSS stalinienne. Enfin, le débat, évidemment, est resté ouvert pour savoir si le phénomène devait se rattacher à l'héritage de la droite politique ou au contraire de la gauche. Les deux points de vue coexistent. Pour certains, il s'agit d'aller au-delà de la gauche et de la droite, de réunir les deux dans une synthèse nouvelle, mais c'est évidemment une lecture dénoncée par la gauche. Il faut se méfier de toute manière de tout réductionnisme en ce domaine. Le fascisme, c'est un phénomène complexe, donc apparu dans des conditions bien particulières au lendemain de la guerre, dans une Italie complètement déstabilisée à la fois par l'impuissance du régime parlementaire, par la victoire mutilée qu'elle avait remportée en 1918 et qui ne lui avait pas donné les satisfactions attendues. En tout cas, il est difficile de définir un modèle unique du fascisme, même si certains régimes présentent des similitudes, elles sont souvent très incomplètes et très imparfaites, même si on peut voir en dénominateur commun une conception mystique de la vie et aussi de la politique. Un mode de pensée, en tout cas, irrationnel, volontariste, contre les matérialismes, contre les déterminismes qui ont prévalu jusque-là, une vision cyclique de l'histoire, insistant toujours sur le danger du déclin, de la décadence, un rejet, bien sûr, du matérialisme marxiste, un rejet de l'individualisme libéral, un rejet de la démocratie parlementaire et de son impuissance, un rejet de la bourgeoisie et surtout des valeurs portées par cette catégorie de la société. À l'inverse, les fascistes vont être partisans d'une communauté organique, rigoureusement hiérarchisée, avec la perspective de la mise en œuvre d'une volonté de puissance nationale, exprimée, incarnée par un leader providentiel. Le culte du chef sera l'un des traits majeurs de ce courant. Un point également intéressant, c'est le poids de la propagande, l'importance de la propagande du parti unique, propagande visant à l'intégration des masses pour surmonter la lutte des classes ou la lutte des partis qui était le propre des espérances socialistes ou des régimes libéraux. En matière de politique étrangère, l'attachement à une politique réaliste fondée sur les intérêts de la nation, fondée sur le souci de la puissance, la reconnaissance de la guerre comme un élément banal quelque part des relations entre les nations, alors que le pacifisme ou un certain pacifisme semblait s'imposer à l'issue de la Première Guerre mondiale, eh bien le fascisme rappelle que la guerre fait incontestablement partie du paysage de l'histoire et s'inscrit ainsi dans un certain darwinisme social qui a fleuri à la fin du XIXe siècle et que l'on retrouve également, bien sûr, dans l'Allemagne nazie. En tout cas, il y a là aussi, comme trait original, une certaine fusion d'idéaux
traditionnaliste ou réactionnaire sur le plan sociétal, et en même temps les aspirations d'un certain socialisme révolutionnaire. Faut-il rappeler que Mussolini a été le chef de file du courant le plus radical du Parti socialiste italien avant 1912. En tout cas, un autre point intéressant à signaler, c'est le rôle imparti à l'État qui est en situation d'imposer sa volonté, encore une fois, et d'intégrer en l'encadrant la société. Et puis, au bout du compte, un projet, c'est la construction d'un homme nouveau. Déjà, les socialistes l'imaginaient dans leur lendemain enchanté. Eh bien, les fascistes l'ont également rêvé pour bâtir une société nouvelle, débarrassée de tous les idéaux progressistes, libéraux, qui s'étaient imposés dans la foulée des Lumières et de la Révolution française. Un point également, le rôle imparti à la violence, mais c'est quelque chose qui n'est pas le propre du fascisme. Il est aisé de montrer que l'Italie fasciste n'a usé que d'une violence limitée contre les opposants. Les choses ont été beaucoup plus extrêmes en Allemagne, bien sûr, mais aussi, évidemment, et encore davantage, dans la Russie bolchevique et stalinienne. Alors, ce fascisme, il a présenté des visages divers. Hein. Ce fascisme, il est pluriel, et dans certains cas, l'attribution de ce terme à certains régimes paraît tout à fait discutable. Le régime de Franco en Espagne correspond plutôt à une dictature conservatrice et catholique qu'à un régime fasciste, et on voit bien à quel point la phalange de José Antonio a servi un peu de prétexte idéologique pour donner une colonne vertébrale idéologique, intellectuelle au régime. Il est clair, par exemple, que la dictature portugaise du docteur Salazar s'inscrit plutôt dans un conservatisme catholique tout à fait traditionnel, auquel on pourrait rattacher aussi le régime autoritaire du chancelier Dollfuss en Autriche. Hein. Il y a donc matière à débat. Arnaud Imaz, le grand historien de la phalange espagnole, le biographe de José Antonio, l'a très bien montré, en montrant comment la phalange des jontes ouvrières nationales syndicalistes de José Antonio n'a pas grand-chose à voir avec ce que va devenir la phalange espagnole traditionnaliste, qui a fait la fusion avec les carlistes contre-révolutionnaires, pour ne rien dire de ce que sera le régime franquiste ensuite de 1937 à 1975. Hein. Alors, sur la violence aussi du régime, de grandes différences. Là où Hitler rêve de bâtir un Lebensraum en Europe de l'Est, un espace vital fondé sur la conquête et le refoulement des populations autochtones, là où l'Italie fasciste veut avoir un empire colonial comparable à celui des autres puissances européennes, l'empire espagnol auquel pense un José Antonio Primo de Rivera, c'est un empire à dimension civilisationnelle, à dimension culturelle, morale. Et de toute manière, dans le cas de José Antonio, son attachement au catholicisme, effectivement, faisait qu'il ne pouvait se reconnaître dans une religion fasciste qu'il assimilait à de l'idolâtrie. Alors il y a tout un débat pour savoir si le fascisme est un phénomène latin, qui a démarré avec l'Italie, bien sûr, en 1922, relayé par l'Espagne, le Portugal, ou si c'est un phénomène plus général. Les tenants de la première hypothèse font valoir que, par exemple, dans le monde anglo-saxon, les traditions culturelles et politiques de cet espace-là font que le fascisme n'avait aucune chance de s'y
installé durablement. De la même manière, le nationalisme farouchement antisémite d'Uncle Dreanu et de sa légion de l'Archange Michel, devenue la garde de fer en Roumanie, sont tout à fait différents de ce qu'on a connu en Italie avec le régime mussolinien. Tout un débat aussi sur les origines du phénomène. On se souvient de l'ouvrage de Joseph Sternel, La droite révolutionnaire, dans lequel il voyait dans la France d'avant 1914 le terreau où avaient pu naître les germes du fascisme à travers certains auteurs tels que Barrès ou Maurras, à travers le syndicalisme jaune, hostile au socialisme révolutionnaire, à travers le culte de l'Alsace-Lorraine, l'antisémitisme anti-Dreyfusard ou issu de la pensée d'un Drummond. Tout cela paraît extrêmement discutable car on peut parler véritablement de fascisme avant la guerre de 1914. La guerre mondiale a été vraiment un élément déclencheur pour bouleverser complètement les représentations, les visions qui prévalaient jusqu'à ses débuts, et il est sans doute assez vain d'aller chercher en France, comme le fait Joseph Sternel, les origines du fascisme. En tout cas, le livre de Paul Gottfried, si l'on en croit Stanley Payne, son préfacier, eh bien, c'est la meilleure et la plus vaste étude interprétative du fascisme qui ait vu le jour au cours de la dernière décennie de ce siècle. C'est dire tout l'intérêt qu'il présente. J'ajouterais qu'il représente dans une très large mesure un basculement historiographique comparable à ce qu'a été le travail d'un Renzo De Felice quand celui-ci s'est penché il y a maintenant pas loin d'une trentaine d'années sur l'histoire du fascisme italien, débarrassé des interprétations étroites et réductrices qui avaient prévalu jusque-là. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Monneret, de recevoir de nouveau, parce que c'est un habitué de notre émission. C'est un des historiens les plus compétents en matière d'histoire de la guerre d'Algérie. Je rappelle le rôle qui a été le sien dans la révélation de ce qu'ont été les massacres d'Oran de juillet 1962. Et initialement, il avait soutenu une thèse sur la fin de l'Algérie française. Alors, je l'ai invité, vous imaginez pourquoi, nous sommes en période d'anniversaire, nous allons commémorer cette année, pas dit célébrer, les accords d'Évian de mars 1962, qui sont censés avoir mis fin à la guerre d'Algérie, ce qui est en soi d'ailleurs tout à fait discutable. Nous aurons l'occasion d'en parler. Auparavant, un petit mot simplement pour vous présenter une association, l'ADIMAD Mémoire de la résistance Algérie française, qui publie un bulletin tout à fait intéressant et qui a réalisé une sorte d'argumentaire qui sera bien utile aux gens qui connaissent mal cette histoire, aux jeunes notamment, pour réagir par rapport au flot de mensonges et de désinformation auxquels nous allons fatalement avoir droit au cours de cette année d'anniversaire. La DIMAD MRAF, qui est une association animée par Jean-Paul Leperlier, qui est lui-même un ancien combattant de l'Algérie française. Et je signale donc cette publication titrée « N'oublie jamais l'Algérie ». Il s'agit d'un magazine, en quelque sorte, d'un bulletin qui fait le point justement de tous les mensonges accumulés à propos de la colonisation de l'Algérie et à propos de la guerre d'Algérie. C'est un document que vous pouvez vous procurer à l'adresse suivante, ADIMAD, boîte postale numéro 8, 76 280, Gonneville-la-Mallet, donc en Seine-Maritime. Et vous pouvez par mail vous adresser
écrivez à ladimad.mraf@yahoo.com pour vous procurer ce document tout à fait intéressant et qui sera très utile dans les semaines et les mois qui viennent pour contrer, encore une fois, les mensonges auxquels on peut s'attendre à propos de cette fin de la guerre d'Algérie. Alors, Jean Monneret, maintenant, vous avez consacré un travail tout à fait considérable qui fait référence à la fin de l'Algérie française, donc en cette année 1962, qui est marquée par la signature des accords d'Évian en mars 62, par le développement de la résistance des partisans de l'Algérie française sur place à travers le combat de l'OAS, de l'organisation de l'armée secrète, un combat perdu bien sûr, et qui se termine sur l'exode d'1 million d'Européens d'Algérie rentrant en métropole à l'issue des 8 ans de la guerre engagée à la Toussaint de 1954. Alors, ces accords d'Évian, d'où viennent-ils, d'où sortent-ils, quelle est leur origine? Rappelez-nous cela. À l'époque, évidemment, tout le monde avait suivi les choses de manière précise, mais aujourd'hui, tout ça est très loin, 60 ans déjà, et bon nombre de nos téléspectateurs, bien sûr, n'ont pas forcément en tête toutes les étapes de ce processus. Bien sûr. Alors, pour faire court, néanmoins, parce que plusieurs ouvrages complets ont été consacrés aux accords d'Évian eux-mêmes et à la genèse, évidemment, de ces accords. Rappelons brièvement que le gouvernement français, les gouvernements français, tout au long de la guerre d'Algérie, n'ont jamais cessé d'entretenir des contacts secrets avec le FLN. Il y a les fameux contacts d'émissaires de Guy Mollet dès 1956, qui ont rencontré des émissaires du FLN en Italie, en Suisse, etc. Ces contacts se sont renouvelés à d'autres périodes, y compris lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, et en particulier après l'année 1959, quand il a indiqué que que le sort de l'Algérie serait réglé par l'autodétermination. Et donc, ces contacts se sont poursuivis jusque dans le courant de l'année 1961. Alors, il y a toute une histoire sur laquelle on va pouvoir s'étendre, mais les contacts avaient été rompus, ils ont été réengagés, ils ont repris quasi clandestinement dans une station de ski où les négociateurs étaient venus, je ne sais plus, déguisés en skieurs, enfin... Bref, des choses assez rocambolesques. Toujours est-il qu'au terme de plusieurs longues semaines de négociations, la délégation, je me souviens que la délégation du FLN était en Suisse et résidait en Suisse, elle rentrait en Suisse tous les soirs, et dans la journée, elle venait à Évian, où elle rencontrait la délégation française, dirigée par M. Jox. Le tout a abouti le 18 mars à un agrément, alors on a appelé ça souvent les accords au pluriel, et c'est vrai qu'il y avait plusieurs accords, contrairement à ce qui a souvent été dit, mais qui est erroné. Ces accords ont bel et bien été signés par le FLN et paraphés par le chef de la délégation du FLN, Krim Belkacem. Et alors, ce qui est apparu aujourd'hui, mais très vite, en fait, c'est que ces accords d'Évian étaient quelque chose de purement formel et qui ne fournissaient pas de garanties solides aux citoyens français vivant en Algérie, et pas davantage, ce qui était encore d'une certaine façon plus grave, aux Algériens. Alors, ces questions de nationalité des Algériens dans l'Algérie française et de citoyenneté sont très complexes, donc je vais au plus simple. Il y avait des Algériens de statut de droit civil, qui donc avaient
équivalent de la citoyenneté française, mais quelques milliers, pas plus. Et il y avait des Algériens de statut indigène. coranique. Oui. Enfin, on ne l'appelait pas comme ça, on l'appelait statut de droit local. D'accord, Mais enfin, il était coranique. Et donc, ces personnes, automatiquement, les accords d'Évian faisaient automatiquement des citoyens algériens, des citoyens du futur État. Et alors, quid des musulmans qui auraient voulu rester français? Eh bien, ils n'avaient en fait que deux options. C'était soit ils restaient en Algérie et ils étaient citoyens algériens sans aucune garantie de protection de la France, et c'est bien ce qui s'est passé. Ou alors, s'ils voulaient retrouver l'exercice de la pleine citoyenneté française et la protection, par conséquent, des États français, il fallait qu'ils viennent en métropole. En métropole. Et bien que M. Jox ait prétendu qu'un musulman algérien pouvait demander à conserver la nationalité française, la pleine nationalité française et la citoyenneté française qui va avec, il a prétendu qu'un musulman algérien pouvait rester avec la nationalité française et continuer à vivre en Algérie, ce qui s'est révélé complètement faux. J'en profite pour rappeler cet excellent ouvrage de Maurice Allais, tout ce qui s'est passé après, toutes les, comment dirais-je, l'exil des Européens, le massacre des musulmans pro-français. Tout cela avait été prévu dans cet ouvrage qui est apparu en juillet 1962. Oui, Maurice Allais, futur prix Nobel d'économie, et qui avait publié ses accords d'Évian aux éditions de l'Esprit Nouveau, qui était une émanation de la revue L'Esprit public, qui avait été une revue militante en faveur de l'Algérie française. Et je crois que ça vous rappelle quelques souvenirs. Voilà. Je me permettrai de citer brièvement une phrase de ce livre. Dans le chapitre 2, je lis « La signification réelle des accords d'Évian ». Voici ce que disait Maurice Allais. « Le contenu des garanties aux Français d'Algérie n'a d'autre valeur que symbolique. Il faut être naïf ou de mauvaise foi pour lui en accorder une autre. Ce sont au plus de simples déclarations d'intention. » Et c'est malheureusement ce que la suite a démontré. Non seulement l'immense majorité des Européens a à ce moment-là dû quitter le sol de l'Algérie, dû quitter son pays, en fait. Oui, confronté au choix bien connu, la valise ou le cercueil. La valise ou le cercueil. Et donc, presque tous, enfin, les chiffres sont discutables, mais enfin, au moins 800 000 sont venus dans le courant de l'année 1962. Quelques-uns sont restés mais leur nombre s'est amenuisé très rapidement dans les années qui ont suivi. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup sont partis, l'immense majorité est partie à cause de l'insécurité qui régnait. Personne ne faisait, parmi les Français d'Algérie, personne ne faisait confiance au nouvel État algérien qui était issu du terrorisme pour garantir leur sécurité. Ça s'est passé comme ça. Et j'ajoute que ce qui s'est passé ensuite, en particulier le massacre des Harkis. Le massacre des Harkis a commencé en fait dès le 20 mars. Il y a eu des incidents très graves qui ont été signalés en Oranie. Ça a continué comme ça jusqu'à l'indépendance de l'Algérie sur un mode, disons, retenu, parce que l'Algérie n'était pas encore indépendante. En revanche, à partir de l'indépendance de l'Algérie, à partir du mois de juillet, des massacres ont eu lieu, précédés, mais pas toujours, d'arrestations, de jugements, de mise en prison, enfin bref.
Tout cela s'est fait sans que le gouvernement français n'intervienne, et même très souvent a-t-il minimisé l'importance de ces faits. J'ai eu l'occasion de consulter des archives militaires où il y avait des directives très précises données aux militaires français qui étaient encore sur place. En Algérie, sur place, après l'indépendance, puisque le rapatriement des militaires ne s'est pas fait en quelques jours. C'était étalé sur plusieurs mois. C'était étalé. C'était d'ailleurs prévu comme ça par les accords d'Évian. Il y avait des directives précises données à nos militaires de ne pas intervenir, et surtout de ne pas intervenir dans l'intérieur du pays pour aller y chercher des harkis et pour les mettre en sécurité. Et pour les rapatrier éventuellement en France. Oui. J'ai pas besoin de souligner la gravité de ces choses-là et des responsabilités des gens de l'époque. Alors je renvoie bien sûr sur cette question des harkis aux travaux du général Fèvre, aujourd'hui malheureusement disparu, qui a accompli un travail absolument considérable d'études, d'investigation, de comptabilité aussi concernant les victimes, et il arrivait lui à peu près au chiffre de 80 000 victimes. Voilà, il faut bien dire que ce n'est qu'une estimation. Une estimation. Mais oui. il est évident qu'il est très difficile de chiffrer des choses comme cela, parce que, d'ailleurs, le FLN n'allait pas tenir des statistiques bien sûr. de ses propres exactions. Oui, d'autant que ça a été très souvent un phénomène spontané aussi, de règlement de comptes locaux. Bien sûr. Alors, la situation a été assez contrastée de ce point de vue-là, parce que c'est vrai, comme vous le dites, je faisais allusion à des incidents qui ont eu lieu en Oranie dès le 20 mars. Dès le 20 mars. Il semble là qu'il s'agissait d'actions spontanées d'une partie de la population qui était gagnée au nationalisme, à l'indépendance, et qui a cru pouvoir régler le compte des harkis. Qui ne se sont pas laissés faire en l'occurrence, si bien que ceci a donné lieu à des affrontements et à partiellement des massacres. Mais il y a d'autres zones, alors ça c'est très difficile à évaluer, il y a d'autres zones, par exemple dans la vallée de la Soumam, ou alors en Kabylie, il y a d'autres zones où une certaine solidarité ethnique a pu jouer, malgré tout. Et certains excès qu'on a pu constater dans d'autres parties de l'Algérie n'ont pas eu lieu dans ces régions. C'est assez difficile à évaluer, bien sûr, parce qu'on n'a pas eu d'enquête, on n'a pas eu de choses sérieuses. Je n'ai pas besoin. Certains de nos amis historiens nous parlent à intervalles réguliers de la nécessité de consulter les archives algériennes. Alors moi, je ne suis pas contre l'idée et le fait qu'on réclame ceci à l'Algérie, mais il est évident que l'Algérie étant un État totalitaire, la notion d'archive y est très différente, sans compter qu'il faut des moyens pour conserver des archives. L'histoire et la mémoire sont sous contrôle de l'autre côté de la Méditerranée. Je crois que le président Macron récemment a dit que l'Algérie exploitait une rente mémorielle. Dans ce sens, il n'avait pas tort. Mais il n'a pas toujours tort. Qui dit rente mémorielle ne dit pas forcément archive. Oui, et même une rente mémorielle peut très bien se passer d'archives, bien sûr. Elle se fonde sur un récit, sur un certain nombre de mythes fondateurs. Exactement. Et puis voilà. Et malheureusement, en Algérie, les mythes fondateurs sont très anti-français. Et alors, là, vous avez évoqué le sort malheureux des harkis. Il y a aussi le sort des Européens abandonnés par la France au cours de ces mois du printemps et du début de l'été 1962. Vous êtes penché particulièrement sur les massacres d'Oran. Que peut-on dire à ce sujet-là? Un sujet qui a été de fait occulté, mis sous le tapis très longtemps, pendant des décennies. Alors je rappelle tout de même que pour la clarté
pour ceux qui nous écouteront, la clarté du déroulement psychologique, il y a d'abord les accords d'Évian, qui ont été proclamés, conclus le 18, mais proclamés le 19 mars, rendus publics le 19 mars. De cette période, du 19 mars jusqu'à l'indépendance, qui est le référendum a lieu le 2 juillet, si je ne me trompe, ou il a lieu le 1er juillet, mais le résultat est proclamé le 2, ça, enfin, 1er juillet. C'est à vérifier, mais enfin c'est à peu près ça. Durant toute cette période, vous avez fait allusion tout à l'heure à l'OAS, parce que une résistance s'est organisée de la part des Français d'Algérie et de certains militaires favorables au maintien de l'Algérie française. Avec le recul du temps, on faisait allusion à ces compatriotes de la DIMAD, qui sont des anciens donc, de ce mouvement. Avec le recul du temps, on est bien obligé quand même de se dire que cette résistance était très difficile, et quasiment désespérée, même d'une certaine façon. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est largement désespérée. C'est comme ça que les choses apparaissent aujourd'hui. En même temps, c'est une résistance tout à fait honorable. Alors, quelque part, ces combattants-là, qui avaient tout à perdre, ont sauvé quelque part l'honneur de la France, qui était bafoué par la politique mise en œuvre. Je dirais, d'une phrase simple, ils n'ont pas voulu reculer. Ouais. Alors, ce qui se passe à ce moment-là est assez significatif de ce qui va se poursuivre ensuite, c'est-à-dire au moment de l'indépendance. Dans sa manière de lutter contre l'OS, contre les gens qui résistent au processus d'indépendance de l'Algérie, le FLN, les commandos du FLN vont utiliser une méthode qui a malheureusement s'est révélée efficace. Ils vont enlever. Comme le FLN est lié par l'accord de cessez-le-feu qu'il a signé, il n'y a plus d'attentats avec des armes à feu. Oui, il y en a, mais c'est marginal. Par contre, plus ou moins systématiquement, dans les quartiers européens d'Alger et d'Oran, et dans les zones rurales qui entourent Oran, qui entourent Alger, il y a des enlèvements européens. Et nous avons donc, nous déplorons encore aujourd'hui un chiffre assez élevé de personnes qui n'ont jamais été retrouvées, ni libérées, ni décédés, donc qui sont à ce jour portés disparus. Et le chiffre approximativement 1700. 1700 morts. 1700. Ouais. Ceci a été établi par les travaux de Jean-Jacques Jordi, qui sont des travaux vraiment qui est des travaux excellent historien de la guerre d'Algérie. Il faut rendre hommage parce que vraiment. Donc voilà où nous en sommes. Et la plupart de ces personnes enlevées, la plupart, l'immense majorité étaient des Européens, mais enfin, il y avait aussi parmi eux il y a pu y avoir parmi eux aussi des musulmans pro-français. Mais l'immense majorité était des Européens. Et donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette méthode, loin de s'arrêter avec l'indépendance de l'Algérie, alors que l'OAS n'existait plus, a continué. C'est-à-dire que l'Algérie devenue indépendante, parmi les parmi les Européens qui étaient restés en Algérie, soit qu'il s'agisse de fonctionnaires, soit qu'il s'agisse de personnes ayant des entreprises et qui avaient voulu liquider leurs affaires avant de partir, toutes ces personnes qui étaient restées donc en Algérie après le référendum du 2 juillet, se sont retrouvées en but à des exactions de commandos du FLN. Alors il y avait aussi, c'était une période de confusion, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de police. Le FLN lui-même était scindé. Divisé. Il y avait d'un côté le GPRA de Ben Redda, de l'autre côté il y avait l'état-major de l'armée de libération nationale dirigé par Boumedienne, allié à Ben Bella. Ces gens étaient très divisés, ils ont fini d'ailleurs par s'affronter. Oui. Et
ce n'est qu'au mois d'octobre que l'Algérie a commencé à avoir un gouvernement à peu près stable et est devenu un pays où plus ou moins les choses se passaient, je ne dirais pas normalement, mais enfin où les choses s'étaient calmées. Mais pendant toute cette période qui va du début juillet jusqu'à octobre 1962, les Européens et les musulmans fidèles ont été en très grand danger, ont subi beaucoup d'exactions, des agressions, des enlèvements, mais aussi comment on appelle ça, des spoliations. Oui. Il y aurait tout un chapitre à faire sur les spoliations dont ont été victimes les pieds noirs restés en Algérie. Oui, parce que les fameux accords d'Évian, dans une très large mesure, ils n'ont pas été respectés par la partie algérienne. C'est surtout cela la conclusion. Oui. Hein, on s'est débarrassé, le général de Gaulle s'est débarrassé de ce qu'il considérait comme la boîte à chagrin. Comme le fardeau algérien, et ça s'est fait dans une large mesure sur le dos des populations européennes, locales. Et des musulmans. Et des musulmans, bien fidèles sûr. à la France. Bien, merci infiniment Jean Monneret pour tous ces éclairages. Je rappelle également donc ce fameux bulletin de l'ADIMAD, mouvement des résistances Algérie française, qui nous propose un argumentaire très utile dans cette période de commémoration pour répondre à tous les tenants de l'indépendance algérienne telle qu'elle s'est produite. Et puis il y a aussi, comme nous le disait Jean Monneret tout à l'heure, cet excellent ouvrage de Maurice Allais, Les accords d'Évian, paru aux éditions de l'Esprit Nouveau en 1962, et qu'il serait très utile qui mériterait de rééditer, parce que le futur prix Nobel d'économie annonçait à cette époque-là très clairement ce qui allait suivre. Merci beaucoup.